Eh bien, bonsoir. Bonsoir. Alors, ce soir, nous arrivons déjà à la dernière conférence de ce cycle. Nous avons vu en début d'année que l'énergie du rayon 4, d'harmonie par le conflit, entrait elle aussi dans une nouvelle phase qui allait nous impacter toujours plus. Énergie qui nous invite donc à apprendre à travailler avec elle. Et que dans ce contexte, il pouvait devenir utile et éclairant de tracer ensemble un chemin qui dépasse et transcende les opposés, qui semblent se battre du point où on se trouve. De chercher et de trouver un nouvel état d'être qui dépose les armes, et pourtant sans se résigner. Tout au long de cette année 2025, nous avons essayé d'emprunter ensemble cette noble voie du milieu qui s'est proposée par 5 paires d'opposés, que sont fond et forme, libre arbitre et fatalité, moi et l'autre, doute et certitude, et ce soir, silence et parole. En découvrant la voie du milieu de chacune d'elles, nous avons été invités à nous élever jusqu'à une créativité qui s'inscrit dans la création pour la première, puis à obéir au plan d'amour, en toute âme et conscience, libérés de la servitude de nos corps, pour la deuxième paire d'opposés, puis à reconnaître le nous, notre véritable identité, et enfin à oser un plus grand vrai qui parle d'ensemble et de réalité incarnable. Nous pourrons constater que ce chemin nous a invités à grandir, à nous dépasser, pour participer plus consciemment à ce difficile chantier planétaire et humain. Et chacun à notre niveau, nous avons cherché à vivifier de plus justes relations, en nous et autour de nous. Et pour clôturer ce cycle, qui n'est qu'un tour en fait dans la majestueuse spirale de l'évolution que nous construisons ensemble, année après année, grâce à nos soutiens mutuels, nous allons approfondir la paire d'opposés silence et parole. Contraste qui s'annonce bien avec cette énergie sagittarienne de fin d'année où la nature rentre et nous invite au silence hivernal et où pourtant les festivités qui s'annoncent augurent beaucoup de bruit, en tout cas bien plus et de paroles que d'ordinaire. Bienvenue dans la fête de cette nouvelle paire d'opposés. Alors, silence et parole. Arrêtons-nous sur la parole. Tout d'abord, il faut noter que la parole est propre à l'humain. C'est son moyen majeur d'expression, de langage, de communication. Tous les autres règnes de la nature ont aussi leurs moyens de communication ou de langage qui leur sont propres. Les végétaux, donc on sait qu'on ont un langage chimique et électrique. Celui des animaux est comportemental et sonore. Nous savons maintenant que les aboiements ou les miaulements de nos animaux ne signifient pas tous la même chose. La parole humaine est un son articulé qui nous permet d'exprimer à l'extérieur clairement et distinctement ce qui se passe à l'intérieur. Que ce soit une sensation physique, une émotion ou une pensée. La parole nous permet de l'exprimer. D'ailleurs, le mot expression signifie faire connaître à l'extérieur. Et s'il est aujourd'hui utilisé dans différents domaines, comme par exemple l'expression artistique ou l'expression corporelle, à son origine, expression, c'est faire connaître par le langage, par la parole. C'est pourquoi la spécificité de l'humain est de pouvoir s'exprimer par la parole, le verbe, le mot. Étymologiquement d'ailleurs, expression c'est ex-précérer, c'est faire sortir par pression. D'ailleurs au niveau purement physique, un son, un mot, une parole sortent de la bouche par la pression du souffle sur les cordes vocales. Mais au niveau émotionnel et mental, c'est la même chose. Ça peut être un besoin physique, une émotion, un désir, une sensation, une pensée, une idée qui intérieurement fait pression. Et plus elle fait pression, plus elle pousse à s'exprimer, à se dire, à se communiquer, à se mettre en mots, en paroles. J'ai faim. Je suis fou amoureux d'elle. Je ne supporte plus. La vie est injuste. Au plus évolutif, l'égalité des salaires entre les hommes et les femmes est absolument indispensable.
Voilà quelques exemples de vécus intérieurs qui peuvent faire pression pour s'exprimer. C'est pourquoi bien souvent, nous pouvons avoir la sensation qu'une parole nous échappe. Je l'ai dit malgré moi. C'est sorti tout seul. C'est la pression qui est à l'intérieur qui cherche à sortir. Par la parole, nous cherchons à faire donc connaître clairement et précisément à l'extérieur ce qui est à l'intérieur. C'est le principe de la communication. D'autre part, notons aussi que bien que nous pouvons mettre en mots une sensation physique, une émotion, la parole a un lien particulier avec le mental. C'est pourquoi plus le mental concret se développe, plus la parole, le vocabulaire, la capacité à articuler, à formuler, à exprimer par les mots se développe. Un nourrisson, polarisé sur le plan physique, et donc n'ayant pas encore développé son mental, utilisera surtout une expression corporelle, et seuls des sons peu articulés sortiront de sa bouche. Et il en a été de même pour les hommes préhistoriques que nous avons été. On peut dire que les paroles embryonnaires sont le reflet d'un mental et d'une pensée embryonnaire. À l'autre extrême, lorsque le nourrisson grandit par exemple, et devient un universitaire, puis un penseur éminent, alors sa pensée se développe, et ses paroles s'enrichissent aussi énormément. La richesse et la profondeur de ses mots révèlent la richesse et la profondeur de sa pensée. Entre ces deux états, lors de la phase émotionnelle, qui est caricaturale chez l'adolescent, les paroles sont souvent pauvres, peu recherchées et bien souvent mal contrôlées, et révèlent bien plus nettement les états émotionnels traversés que des pensées claires et bien structurées. Bien entendu, ceci est une généralité, car en effet, il y a des adolescents qui ont des paroles qui révèlent un mental bien plus développé que certains adultes, et de nombreux adultes dont les paroles ne sont que le reflet d'émotions incontrôlées. Mais ces généralités ont le mérite de nous faire comprendre le principe avant de pouvoir explorer toutes les nuances. En plus d'avoir un lien particulier avec le mental, il faut réaliser que la parole est littéralement un instrument de pouvoir sur le plan physique. Car en extériorisant une pensée, jusqu'à un son articulé et habité, l'humain a la possibilité d'imposer sa volonté, sa pensée à son entourage, à son environnement, proche ou lointain. Tout d'abord à lui-même, par la parole, nous nous construisons à proprement parler. Nous faisons résonner sur le plan physique les mots qui vont nous conditionner. Par exemple, à force de nous dire intérieurement que nous sommes nuls, ou bien que nous allons réussir telle ou telle chose, et que nous l'extériorisons en l'évoquant lors de conversations, nous finissons par devenir à l'extérieur ce que nous pensons de nous à l'intérieur. Et plus nos pensées sont claires et vivantes, voire chargées d'émotions, plus nos paroles ont ce pouvoir de mettre en mouvement la matière qui fera de nous ce que nous pensons de nous-mêmes. C'est pourquoi on dit habituellement que l'énergie suit la pensée. Si on dit habituellement cela, on pourrait préciser en disant que l'énergie suit en fait la parole. Et la parole suit la pensée. Pensée, parole, énergie et mise en forme. Contrairement à la pensée qui a un véritable pouvoir sur le plan mental, en lien avec le rayon 5, la parole a un véritable pouvoir sur le plan physique, en lien avec le rayon 7. Et plus l'humain est avancé sur l'échelle de l'évolution, plus son mental est clair et concentré, plus ses paroles acquièrent un véritable pouvoir de création sur le plan physique. Pour le bien ou pour le mal, pour détruire ou pour construire, pour engendrer la guerre ou la paix, pour nuire ou guérir. L'humain est amené à manier de véritables mots de pouvoir. Si nous en doutons, regardons combien tous les leaders ont su mettre en mouvement des milliers de personnes grâce à la puissance de leurs paroles. S'ils n'avaient pas fait l'effort de mettre en mots leurs pensées, ils n'auraient pas eu cet impact direct sur le plan physique. I have a dream. Yes, we can ont par exemple eu un pouvoir de mobilisation sur des millions de personnes.
Si dans le cadre de promesses ou de contrats, on dit que les écrits restent et que les paroles s'envolent, dans le cadre que nous évoquons ici, on peut dire que les pensées préparent, mais les paroles façonnent. Voyons d'ailleurs simplement l'effet des paroles sur nous. Lorsque quelqu'un nous dit un mot gentil, un mot d'encouragement, un compliment, ou bien lorsqu'on nous insulte, nous dénigre ou nous rabaisse, nous pouvons ressentir ce pouvoir et l'impact des mots sur notre propre vie. Et bien souvent, lorsque nous n'avons pas encore trouvé stabilité et maîtrise intérieure par la force de notre mental et de nos paroles, nous demeurons influençables et conditionnés par les paroles de nos entourages, parents, conjoints, amis ou toute personne qui nous influence par ces paroles plus ou moins évolutives. Et connaissant le pouvoir des mots, les grandes entreprises investissent elles aussi des millions dans la publicité avec des slogans ou des mots de pouvoir tous aussi percutants les uns que les autres, afin de nous entraîner, nous conditionner, nous façonner selon leurs intentions. C'est souvent acheté d'ailleurs. Ce sont des mots qui ont le pouvoir d'enflammer le désir, car la pensée qui est à l'origine porte clairement cette intention. Voici les 2 dernières que nous avons relevées pour s'amuser. Vous en avez marre de travailler pour de l'argent ? Laissez l'argent travailler pour vous. Ben voyons. Ou encore, ne laissez pas le plaisir se faire attendre en période de fête. Personnifier ainsi le désir, le faire passer pour notre fiancé, et tout ça pour toujours plus consommer. Et ça marche. Les paroles sont un véritable instrument de pouvoir. Nous vous invitons à regarder les publicités et les slogans, les paroles de pouvoir qui sont mises en œuvre, et de regarder ce qu'il y a derrière. Les paroles sont aussi utilisées pour se convaincre, et convaincre les autres, pour se donner confiance aux yeux des autres, en parlant de soi, de ses émois, ou de ses exploits. Les réseaux sociaux en sont remplis. En effet, si en conscience tribale, les paroles étaient réduites à leur strict minimum, et utilisées généralement à bon escient, pour les choses utiles du quotidien ou pour se connecter au divin. Dans la phase de construction émotionnelle, beaucoup de paroles inutiles sont gaspillées pour ne rien dire. Et lorsque c'est le mental et la personnalité qui dominent, les paroles sont alors utilisées pour façonner sa vie, celle des autres, mais avec bien peu de clairvoyance. Et cela, un petit point sur la parole. En tout cas, à un certain niveau. Mais essayons maintenant de voir un peu plus clair en ce qui concerne le silence. Au niveau physique, le silence est une absence de son, de bruit en général, ou de parole en particulier. C'est pourquoi en musique, on parle de silence entre les notes, ou en littérature, de silence entre les mots, c'est-à-dire une absence de notes ou une absence de mots. C'est sans doute pour ça qu'au niveau psychique, il est aussi associé à une absence, le silence, au vide, au néant, à rien, voire à la mort, que d'aucuns qualifient d'ailleurs de silence éternel. Ou bien l'expression « silence de mort », qui en dit long aussi sur la façon dont on peut percevoir le silence. Mais le silence absolu, l'absence de son, n'existe pas sur Terre, car il y a toujours des sons, et même certains inaudibles à l'oreille humaine. Même dans une chambre anéchoïque, c'est-à-dire une salle conçue pour supprimer tous les bruits extérieurs, nous percevons alors les sons auparavant recouverts de tous les autres bruits. Ce sont les sons de notre cœur, du sang qui circule, des os qui bougent ou de la respiration. Le silence est aussi associé à la solitude, car dans le silence, on n'entend plus la présence physique des autres, on est seul avec soi-même. C'est pourquoi beaucoup de personnes ont peur du silence, le fuient comme la peste, et s'entourent constamment de bruit, de paroles, grâce au téléphone, à la télé, aux radios, aux amis, aux soirées, pour ne pas avoir l'impression d'être seul ou entendre ce qui se passe à l'intérieur. Le silence de la montagne ou du désert peut même être complètement insupportable pour certains. Ou alors avec des oreillettes et de la musique 24 heures sur 24, là ça passe.
Mais pour d'autres, le silence est synonyme, lui, de repos, de calme, voire même d'inspiration. Qui n'a jamais ressenti le besoin de silence après une journée ou une soirée trop bruyante, ou bien la nécessité de temps de silence pour se ressourcer et réfléchir. Certains aspirent même au silence éternel, fatigués d'une vie trop bien remplie. Ils n'ont plus goût au bruit du monde et des relations extérieures. Notons aussi que le silence ne concerne pas seulement le plan physique, ce qui se traduirait seulement par un retrait des bruits ou paroles audibles physiquement. Il existe aussi un silence sur tous les autres plans, comme par exemple le plan émotionnel ou le plan mental. Car comme nous l'avons vu en amont avec la parole, il y a tous les bruits incessants de l'émotionnel et du mental qui sont là. Apprendre à faire silence sur ces trois plans va très vite devenir une nécessité si nous voulons entendre la voix du silence, comme est parfois appelée l'âme que nous sommes. Mais si faire silence est un prélude indispensable qui mobilise nos trois corps, devenir le silence est le pas d'après, qui mobilise tout l'être. On y reviendra lorsque nous remonterons plus en amont le fil du silence. Voyons maintenant la dualité, la bataille entre ces opposés, entre silence et parole. Commençons d'une manière globale, telle qu'elle peut se vivre, cette bataille, au sein de la société, ou de sociétés, avant de voir quelques aspects individuels. Parler ou faire silence, dire ou se taire, est une dualité qui a aussi façonné l'humanité depuis toujours. Tais-toi et sois belle pour les femmes. Exprime-toi, parle et affirme-toi pour les hommes. Engendrer cette grande dualité entre les genres que nous cherchons de plus en plus à rééquilibrer aujourd'hui. La loi du silence, l'omerta, pour les uns, et la permission de dire n'importe quoi à n'importe qui pour les autres, est une autre forme de cette dualité. Sous certains régimes autoritaires, les sociétés sont réduites au silence. La parole des citoyens ainsi que les organes de presse sont complètement censurés, bridés. Alors qu'à d'autres endroits du monde, la parole est libérée et même complètement débridée, où l'on critique, on calomnie, on ment, sans aucune retenue. Société où on ne se gêne pas pour dire tout et son contraire. Ce qui donne d'un côté des sociétés qui s'étouffent par inhibition et retenue de la parole et de l'information, et de l'autre, des sociétés qui se noient sous l'incontinence de paroles et d'informations en tout genre. Aussi, au sein d'une même société, on trouve d'un côté des personnes éteintes, aphones, et de l'autre des personnes atteintes de logorrhée maladive. On trouve des pôles très engagés où la parole est chargée de colère des fois, et parfois même de haine, et portée haut et fort, cherchant à entraîner des foules jusqu'à parfois des actions violentes. Et à l'opposé, d'autres pôles où l'on garde le silence, on se tait, silence radio face aux injustices du monde, entraînant souvent un certain désintérêt, une lâcheté, une absence, une désertion du débat public. D'où la célèbre citation « Bien plus que les bruits des bottes, je crains le silence des pantoufles ». Mais il est important de se rappeler que ce monde extérieur, qui oscille entre un trop-plein de silence et un trop-plein de paroles, n'est que le reflet de notre monde intérieur et de la disharmonie de cette paire d'opposés qui règne en chacun de nous. Nous aussi nous balançons de l'un à l'autre, à la recherche de la voie du milieu. Mais le chemin, nous le savons, est long avant de trouver le juste équilibre entre le mot juste et le juste silence. Parfois, nous nous murons dans un mutisme, silencieux en apparence, mais débordant de non-dits, c'est-à-dire de paroles prononcées intérieurement, mais non exprimées verbalement. Et d'autres fois, nous exprimons par nos mots tout ce qui nous passe par la tête et par le plexus sans aucune retenue. Parler pour ne rien dire, ou rester silencieux mais débordant de non-dits, on peut passer allègrement d'un état à l'autre. Parfois, c'est en fonction des interlocuteurs. Il y a des personnes qui servent des autres comme des dévidoirs, des défouloirs à émotions, en les submergeant de paroles chargées d'émotions et de passion, alors qu'elles sont muettes comme des carpes, là où leur avis pourrait être utile aux autres.
encore une sacrée paire d'opposés intérieurs. Pour d'autres, c'est l'inverse. Il peut y avoir une tendance naturelle à se taire, à ne pas vouloir s'afficher, à rester en dehors de la discussion et de la relation. C'est souvent la peur de s'afficher, d'assumer sa parole qui les pousse à garder le silence, là où il serait utile de parler. Car parler et prendre la parole, c'est engageant. Parler, c'est afficher aux autres ce que l'on pense. C'est assumer une position au présent. D'ailleurs, si on regarde bien, nous sommes reconnus, identifiés par ce que l'on dit et ce que l'on dit, ou ce que l'on ne dit pas. D'ailleurs, quelqu'un qui ne parle pas, qui ne dit jamais rien, on ne sait pas ce qu'il pense, qui il est au fond. C'est pourquoi certains préfèrent rester silencieux plutôt que prendre le risque d'être critiqués, désapprouvés et ne pas être aimés. Et ils ne se livrent qu'à des personnes dont ils sont sûrs qu'elles ne viendront pas les remettre en question. Dans un groupe, en famille ou autre, cette attitude de ne pas oser s'afficher par la parole engendre automatiquement son opposé complémentaire, à savoir que ça laisse toute la place à des personnes qui s'affichent et s'imposent sans vergogne en parlant d'eux et de leurs opinions, en se désintéressant totalement des avis des autres. C'est parfois caricatural au sein d'un couple, où l'un parle systématiquement à la place de l'autre, et l'autre n'a plus la place d'en placer une seule, et se taire dans un silence qui quelque part l'arrange bien, mais qui ne participe pas à établir de justes relations. Voici donc quelques exemples de cette bataille, il y en aurait plein d'autres, Donc des batailles sur le plan horizontal, où le silence et la parole ne valent pas mieux l'un que l'autre, en tout cas à ce niveau-là. Mais dans le processus de construction de la personnalité, il y a aussi une bataille plus verticale, où dans un premier temps, une certaine parole doit triompher d'un certain silence. C'est la bataille entre la personnalité et le petit moi, c'est-à-dire entre la partie en nous qui cherche à s'affirmer, à rayonner, à se faire une place dans la société, en dirigeant consciemment sa propre vie. C'est la personnalité qui a besoin de la parole pour s'affirmer, pour arriver à ses fins. Et l'autre partie en nous, le petit moi, qui préfère vivre tranquillement, peinard, sans responsabilité aucune, silencieusement planqué et qui a besoin d'un minimum de parole et qui se complaît dans un silence confortable et non engageant. C'est le silence du canapé, où l'on envie la vie de chat. Passer de notre nature animale, qui a besoin d'un minimum de paroles pour survivre, à notre nature humaine, qui elle a besoin de la parole pour se révéler et s'affirmer, n'est pas chose facile. Tendance à l'inertie, au silence confortable et non engageant qui se laisse porter d'un côté, et pulsion d'expression, dire tout haut, porter, assumer sa voix pour s'engager et prendre sa vie en main de l'autre, telle est la dualité qui nous travaille tout le temps de la construction de la personnalité. Il faut du temps et bien des vies de conflits entre ces deux tendances avant que la personnalité assume sa voix, c'est-à-dire ses pensées et sa parole, et ses paroles. À ce moment-là, quand la personnalité est plutôt construite et que l'on a un plan de vie précis, et que l'on se donne les moyens de la réaliser, que l'on a appris à faire silence sur la majorité de ces désirs qui nous détournent de cette réalisation, alors nos paroles deviennent de plus en plus des mots de pouvoir. C'est-à-dire que les mots ont acquis un certain pouvoir de création, comme nous l'avons vu plus haut. Les mots sont alors consciemment choisis, vitalisés et prononcés. En effet, quand une parole précisément énoncée est vitalisée par une intention claire et chargée d'un profond désir, elle acquiert alors un pouvoir magnétique sur le plan physique. C'est pourquoi une personnalité bien construite sait utiliser sa pensée, son désir et sa parole pour matérialiser sa volonté. Une première résolution entre silence et parole s'est alors trouvée. Un certain calme ou silence physique, émotionnel et mental s'est développé afin de pouvoir énoncer clairement, calmement et puissamment les paroles qui permettront d'arriver à ses fins. Cette période d'âge d'or de la personnalité peut durer plusieurs vies, jusqu'à ce que l'âme, appelée parfois la voix du silence, commence à se faire entendre. Ceci arrive souvent à la crise de la quarantaine, mais peut arriver un peu avant ou un peu après. Résonne alors un silence fracassant,
qui se manifeste par une prise de conscience que cette vie de personnalité, si durement acquise, si mélodieuse à nos oreilles, n'est en fait qu'un gros paquet de bruits dissonants qui étouffe la note de l'âme qui cherche à se faire entendre. C'est comme si la petite voix de notre âme, qui était auparavant en sourdine, se mettait d'un coup à hurler « Silence ! Tais-toi ! Stoppe tous les bruits de ta petite vie et écoute !» Et là, c'est un peu comme si nous avions mis la tête un peu trop près des cymbales d'Hercule. C'est un son qui nous sonne sacrément. C'est là que la bataille entre les paires d'opposés majeurs, entre l'âme et la personnalité, va commencer. Un nouveau cycle de vie commence et l'importance du véritable silence va chercher à s'imposer. Mais comme c'est dur de faire silence, de trouver et devenir le véritable silence. Plus l'âme se fait sentir sur le chemin, plus la nécessité du silence se fait jour. Comme si l'on ressentait que nos paroles incessantes et celles des autres nous empêchaient de contacter le véritable soi. On perçoit de plus en plus le bruit, la futilité et surtout la nocivité que génèrent toutes ces paroles inutiles, incontrôlées, incontinentes et utilisées avec peu de sagesse. Alors, on cherche des endroits de calme, de silence. On prend de plus en plus des temps de silence. On fuit les lieux trop bruyants, les personnes qui ne savent pas écouter et qui ne font que parler. On fait des retraites de silence, des stages de méditation. On se retire du monde extérieur à la recherche de calme et de son véritable soi. Et ça fait du bien, ce calme. Ça permet de ralentir, de se rendre disponible à plus essentiel. Mais rapidement, la dualité entre le besoin du silence et la nécessité de tout de même s'exprimer par la parole apparaît de plus en plus. Et l'alternance entre un quasi-isolement et une compulsivité à partager, souvent le fruit de son silence, va s'amplifier. En effet, souvent, quand on découvre l'existence de l'âme, l'émotion est si forte qu'on ne peut s'empêcher d'en parler, pour le faire savoir aux autres, et en même temps pour se convaincre soi-même. Mais cette effusion de paroles, trop volontariste, vire souvent à une sorte d'incontinence verbale qui finit par effrayer et faire fuir ce que l'on aimerait convaincre. Et quand on s'en rend compte, alors on cherche à se taire. Mais ça ne tient qu'un temps. C'est la bataille de l'aspirant qui cherche sa place entre juste silence et parole juste. On alterne de l'un à l'autre sans trouver la voie du milieu. Et plus on avance sur le sentier, plus cette bataille s'amplifie et se subtilise. Des questionnements surgissent alors. Est-ce que je ne m'isole pas trop et finalement m'éloigne du monde? Ce silence est-il vraiment si juste? Est-ce que je ne parle pas trop, cherchant à convaincre de l'existence de l'âme, alors qu'il serait parfois plus avisé de ne pas trop en dire? Est-ce que je ne parle pas trop vite, sans laisser le temps de silence entre les mots, entre les idées, laissant le temps de l'intégration ou de la possibilité aux autres de rebondir? Beaucoup de questions révèlent cette dualité que nous traversons lorsque la conscience s'éveille. Et c'est essentiel d'ailleurs pour commencer à se remettre en question et pouvoir s'ajuster. Pourquoi parler? Ne peut-on pas seulement penser en silence, faisant confiance que l'énergie suit tranquillement la pensée? La spiritualité, la vie de l'âme, n'est-elle pas de l'ordre de l'intime, de l'intériorité, qui n'a pas vocation à être exprimée, mise en mots? Ou bien encore, ne peut-on pas utiliser seulement la parole pour les choses du quotidien ordinaire et la profondeur du silence et de la pensée pour les choses essentielles? Car tous les mots du monde sont si imparfaits qu'ils ne peuvent pas rendre compte de la beauté, de la profondeur et de la richesse de mon monde intérieur. Alors ne vaut-il pas mieux se taire et seulement penser? C'est oublier que nous avons tous notre part à faire dans l'effort de formuler les paroles qui habillent les pensées, pour pouvoir les communiquer aux autres et les incarner. Nous y reviendrons. Il y a encore d'autres champs de bataille entre la parole et le silence, mais au fond, la véritable question qui se pose,
C'est quoi un juste silence? C'est quoi de justes paroles? Et comment harmoniser les deux? Mais, petite parenthèse, harmoniser ne veut pas dire mélanger. La voie du milieu n'est pas la voie de l'entre-deux. Cet arrangement de l'entre-deux, mi-figue, mi-raisin, qui ne ressemble fondamentalement à rien. Voie de l'entre-deux qui peut se traduire par des paroles prononcées à demi-mot, du bout des lèvres. Une parole qui ne porte pas vraiment. Parole et silence se mélangent alors, de sorte qu'on a du mal à comprendre. C'est plus un murmure qui ose à peine se murmurer. C'est plus un murmure qui ose à peine se dévoiler qu'une parole bien posée. Ou bien on commence à parler, mais on ne finit pas ces phrases. C'est comme si on commençait par se positionner, puis on se retire subitement. Du coup, l'idée est là, en demi-teinte, ce qui crée un flou et de la confusion. Tant pour ceux qui la reçoivent, qui reçoivent la moitié de ces mots, que pour soi-même. La parole est alors tortueuse, louvoyeuse, et n'exprime pas clairement la pensée de son auteur. La personne finit par ne plus savoir ce qu'elle pense elle-même, et a souvent, par la même biais, semé plus de confusion que de clarté envers son entourage. C'est le cas aussi lorsque l'on dit sans dire, c'est-à-dire qu'on sait qu'on devrait garder le silence, mais on le dit quand même. Par exemple, je ne voudrais citer personne, mais tu sais, machin. Une autre forme d'arrangement, de voie du milieu, d'entre deux, est de chercher l'harmonie entre silence et parole au niveau physique, purement physique, en veillant à séquencer chaque phrase, chaque mot, par des temps de silence bien posés. Ce qui donne une apparence sagesse dans la façon de s'exprimer, mais ne garantit en rien la qualité des pensées qui sont à l'origine de ces paroles. En effet, au départ, il est bien plus facile d'allier silence et parole sur le plan physique que de réussir à unir le silence de l'âme aux paroles qui appartiennent au monde physique. Mais alors, quelle est la clé pour sortir triomphant de cette bataille, sans tomber dans un mou compromis? Eh bien, pour cela, il faut remonter à la source du silence et de la parole. Il faut remonter le fil pour percevoir la réalité que cachent ces concepts. Cherchons donc maintenant à remonter à la réalité telle que l'âme en nous l'aperçoit, dans un premier temps pour le silence et ensuite pour la parole. Concernant le silence, nous avons vu que, dans sa déclinaison la plus inférieure, on nous impose le silence, on est sommé de se taire. Puis lorsque nous prenons possession de notre vie, donc nous apprenons à faire silence par nous-mêmes. C'est nous qui imposons le silence à nos corps, aussi bien sur le plan physique, émotionnel et mental. Comme nous l'avons évoqué, les retenir, les faire taire, faire silence, est le premier pas avant une autre qualité de silence. Cette autre qualité de silence, qui se découvre, n'est pas un sentiment de retenue, de devoir arrêter quelque chose comme d'en faire silence, mais une sensation de découvrir quelque chose de plus vrai, de plus beau, de plus essentiel. Ainsi, la méditation est un véritable apprentissage, une découverte de cette autre qualité du silence. On commence à faire silence au niveau physique pour ensuite entrer dans le silence physique. On y découvre, on rejoint et l'on devient progressivement calme physiquement, sans plus aucun besoin de s'agiter inutilement. Ceci est réalisé par l'écoute de la présence du corps éthérique entre toutes les formes, comme le silence est présent entre chaque note de chaque musique, entre chaque note de musique. Cette entrée dans le silence du corps éthérique qui unit tout ce qui vit fait naître cette sensation de stabilité physique. Notre corps est implanté au sein du corps éthérique planétaire, connecté de partout, donc nul besoin d'aller nulle part, puisque nous sommes maintenant reliés à tout. Silence physique est synonyme de stabilité physique. Au niveau émotionnel, après un temps pour faire silence sur toutes les voies émotionnelles, on écoute et on découvre la présence d'un état de sérénité
émotionnel, qui est paisible, comme un lac de montagne, un soir d'été sans vent. Plus on l'écoute, plus on le devient. Ce silence émotionnel est une sensation de contentement, d'accueil de ce qui est, sans plus aucun désir personnel. Plus on prend le temps de le rejoindre, plus on découvre que cet état est naturel et essentiel à notre véritable être, nature. Ce n'est pas une frustration, mais une sublimation du désir. Au niveau mental, faire silence, c'est apprendre à placer une sentinelle devant les portes de sa pensée, afin de ne pas autoriser certaines lignes de pensée que l'on sait nuisibles aux justes relations. Mais entrer dans le silence mental, c'est rejoindre une concentration intense sur l'objet de notre concentration. Ça peut être une idée, un mot, une qualité ou un principe. Plus l'on entre dans ce silence mental, plus on découvre que c'est une concentration de groupe, un mental de groupe qui écoute, qui est attentif et concentré, et non plus mon petit mental séparé. Ce silence des trois corps est un préliminaire pour entrer dans le silence de l'âme et devenir cela. Silence de l'âme, parfois appelé paradoxalement la voix du silence, pour montrer que le silence n'est pas vide, mais plein de la présence d'une note subtile, d'un son inaudible à l'oreille physique. Après le calme et la stabilité physique, le calme et la sérénité émotionnelle, le calme et la concentration mentale, le silence au niveau de l'âme est une invitation à la contemplation et à l'identification, c'est-à-dire à l'union, la fusion avec l'âme et ses qualités. Comme au sein du désert, des montagnes ou des mers, si l'on prend le temps d'écouter le silence, il nous révèle une immensité que les bruits du quotidien masquaient. Eh bien, si l'on prend le temps d'écouter la voix du silence, le silence de l'âme, c'est l'immensité de l'âme une et de ses qualités qui se dévoilent petit à petit. C'est la présence des qualités d'intelligence, d'unité et de volonté qui se révèle alors. C'est un espace saturé de vie de ces qualités, de ces vibrations qui résonnent jusqu'au plus profond de l'être universel que nous découvrons être, au sein de ce silence plein de vie nouvelle. Dans sa qualité essentielle, le silence est donc un processus de dénouement, de dépouillement du superficiel, un processus d'abstraction qui nous fait entrer dans un nouvel espace, au centre de l'essentiel, au cœur des qualités de l'être. Le silence n'est donc pas un grand rien, mais bien un grand plein, que nous n'avons encore jamais osé vraiment écouter. Pour résumer, on peut dire que le silence est un processus d'abstraction et de plénitude toujours plus essentiel. Et pour parler en termes de rayons, pour ceux que ça intéresse, il nous permet de remonter progressivement du rayon 7 des plans des formes physiques au rayon 1, le plan divin. Voyons maintenant ce qui se cache derrière la parole. Pour cela, remontons à l'origine. Et au commencement était le Verbe. Il s'agit de la toute première phrase de l'évangile de Saint Jean. Idée que l'on retrouve dans de nombreuses sagesses, comme en Inde, où il est dit que le grand chanteur construit les mondes et que l'univers est son chant. En Égypte ancienne, le dieu Ptah crée le monde par la pensée et la parole. Cela nous parle de l'efficacité du son pour produire tout ce qui est tangible et visible. C'est le principe d'expression par le son. Pour le comprendre, rappelons que tout est vibration, tout est énergie plus ou moins densifiée. Un son est aussi une énergie qui vibre sur une fréquence particulière et qui peut entrer en résonance avec des particules de matière plus ou moins denses. C'est ainsi que la science a prouvé que le son
a le pouvoir de construire ou de détruire. On parle notamment de destruction acoustique dans le domaine militaire. Les expériences de cimatique dans les années 60 montrent qu'en envoyant des fréquences sonores sur des plaques recouvertes de sable, la matière s'organise d'elle-même en formes géométriques précises. Les travaux du professeur Emoto arrivent aux mêmes conclusions. L'exemple le plus spectaculaire a lieu en 1850 à Angers, où un bataillon de 400 soldats traversa un pont au pas cadencé. Et la régularité des pas entra en résonance avec la fréquence propre du pont, ce qui amplifia ses oscillations jusqu'à rompre sa structure. Plus de 200 morts. Nous évoquions en début de conférence le pouvoir créateur de la parole, le principe d'expression chez l'humain, mais cela n'est que le reflet miniature de ce qui se passe à l'échelle de l'univers et de toute la nature, de toute forme de vie. En fait, toute âme, que ce soit celle de l'univers, du système solaire, de la Terre ou de notre propre âme, n'émet pas de parole en l'air, comme l'humain. Elle concentre toute son intention et sa vie sur une note, un son, qui acquiert ainsi une telle puissance et force d'attraction-répulsion que son pouvoir créateur devient infaillible et sans commune mesure. L'âme ne fait qu'un avec son intention et sa note. C'est ce qui lui donne sa puissance créatrice. C'est ce qui est sous-entendu dans la suite de la phrase biblique « Au commencement était le Verbe », le Verbe était avec Dieu et le Verbe était Dieu. Ceci montre l'unité entre la conscience et le son qui ne font qu'un. D'ailleurs, il est intéressant de constater que le mot « logos » signifie à la fois le verbe, le mot, mais aussi la conscience divine, ou l'âme une, comme le logos planétaire ou solaire. Comme si les deux, Dieu et le mot, ne faisaient qu'un. Comme s'il y avait une parfaite unité entre l'âme et le mot émis pour pouvoir donner vie à sa forme. C'est pourquoi plus l'humain évoluera, plus ses paroles diminueront en nombre, en volume et en activité. Et le son unique de son âme, en harmonie avec celui de l'âme une, pourra enfin se faire entendre à travers lui, et mettre en mouvement les idées et les paroles ajustées à l'intention de l'âme. Nous allons y revenir avec la voix du milieu. Mais pour résumer, on peut dire que si le silence est en lien avec le principe d'abstraction qui nous élève du rayon 7 au rayon 1, du plan physique au plan divin, la parole, elle, est en lien avec le principe d'expression, expression par le son, qui manifeste du rayon 1 au rayon 7, de l'esprit à la matière, de l'essence à l'existence, de l'intérieur à l'extérieur. Et la voie du milieu dans tout ça? Quel est ce chemin central qui unit silence et parole, abstraction et expression sonore? Eh bien, celle qui s'est présentée est la présence. Pourquoi la présence? Car la présence nous parle de l'être, ou de la qualité d'être que le silence nous révèle, d'abstraction en abstraction. Et aussi la présence est une note, un son qui s'exprime. Elle est les deux. Présence vient d'ailleurs de pré et serré, c'est-à-dire être en avant. Et autant le silence que la parole mettent en avant une présence. C'est bien une présence qui pousse, qui cherche à se révéler à travers le silence, à travers un silence. Par exemple, s'il n'y avait pas une présence divine, nous ne chercherions pas le silence pour la trouver. C'est aussi une présence qui se révèle par le son ou la parole. Le son de l'oiseau qui fend l'air nous révèle la présence de cet oiseau. Ou à travers 1000 paroles, nous reconnaissons tous la voix et la présence d'un être cher, par sa voix. Par le ton des paroles, nous savons reconnaître la présence d'une émotion, etc.
Ainsi, tous les mots, paroles, sons et tous les silences, élevés ou déformés, révèlent une présence. Et chaque présence, aussi petite ou grande soit-elle, se révèle par le silence et aussi bien que par les sons ou la parole. Voilà ce qui nous fait dire que la présence est la voie du milieu, aussi bien dans les sphères supérieures de l'âme que dans les sphères inférieures de l'homme. Cela se perçoit d'autant plus lorsque nous percevons que c'est la présence qui rythme tous nos silences et nos paroles à travers un cycle à 4 temps, que voici ici. Premier temps, deuxième temps, troisième temps, quatrième temps. Le silence nous permet de contacter une présence. Et la parole nous permet d'incarner cette présence. À travers ce cycle à 4 temps, nos paroles ont ainsi le pouvoir de rendre présent sur terre ce qui est présent dans nos silences. Le mot fait chair. Il incarne une présence. À nous de voir à quelle présence nous laissons le pouvoir d'exister dans nos silences et donc dans nos paroles. Eh bien justement, voyons ce qu'est cette présence entre silence et expression sonore aux différents niveaux de l'être, du plus haut au plus bas. Eh bien, quand abstraction et expression sonore sont vécues au niveau le plus subtil que nous puissions percevoir, cela nous plonge dans ce que certains livres de sagesse appellent littéralement la présence, avec un grand P. C'est en fait la présence divine. Car lorsque tous les sons des 3 mondes, physiques, émotionnels et mentaux, ne retiennent plus notre attention, ni même le son de sa propre âme individuelle, le silence de l'âme nous fait alors entrer dans la présence de l'âme une. Il s'agit ici d'une présence qui emplit tout l'espace et le temps. C'est la présence de l'être planétaire, en qui nous avons tous le mouvement, la vie et l'être. C'est l'omniprésence de la présence. Cette présence est un tout animé, une gigantesque conscience, mais c'est aussi une note qui contient et inclut tous les sons de la Terre. Et si ce son n'est pas perceptible par notre ouïe physique, comme l'est une parole, tout notre être peut percevoir et vibrer sur cette note vibratoire, car c'est fondamentalement notre véritable nature. C'est la présence du logos dont nous parlions plus haut, dont la conscience et le mot ne font qu'un. Et ce mot, ou cette note, est l'amour-unité. Et tout le silence est plein de cela. Ce chanteur silencieux est amour-unité. Sa vie, sa conscience et son activité sont amour-unité. C'est pourquoi on dit que notre système solaire et notre système planétaire sont sur la note d'amour-unité dans leur grand cycle d'incarnation. Et tant que ce mot, cette note, n'a pas fini son travail de destruction et de construction, tant que l'amour-unité ne vibre pas depuis les plans les plus subtils de l'être jusqu'aux plans les plus denses de la forme, ce chant continue d'être émis par le grand chanteur de l'univers. Avant d'entonner une nouvelle note, un nouvel accord au sein de la musique des sphères dont nous ne pouvons pas encore percevoir la beauté et la divine harmonie. Un cran en dessous, plus accessible pour nous, et qui est notre prochain pas, c'est la présence de l'âme, que l'on appelle d'ailleurs parfois l'ange de la présence, pour souligner son affiliation à la divine présence que nous venons d'évoquer. Car toute âme que nous sommes est une parcelle, une étincelle de cette grande présence. Comme un ange, toute âme est l'envoyé, le porte-parole, le messager du mot divin d'amour-unité. Elle aussi, par sa présence, ne fait qu'un avec la note, avec l'étincelle d'amour dont elle est porteuse.
et par notre présence, faite de silence et de mots, en tant qu'âme, nous avons nous aussi à porter et à faire résonner cette note d'amour-unité sur Terre, au sein de l'espace-temps qui est le nôtre. Jusque-là, tout va bien, tout semble simple et évident en partant du haut. Mais le problème et la dissonance viennent du fait que pour l'humain en construction, ce mot divin, cette présence d'amour-unité, a été oublié. C'est le mot perdu. Il a été perdu et oublié au profit des innombrables sons de la matière, où résonnent les voix trompeuses de Maya, mirage et illusion. En involution, les silences et les mots sont alors aussi remplis de présence, mais d'une présence avec un petit p, symbole de la personnalité, identifié à ces trois corps et donc séparé de la divine présence avec un grand P. C'est la présence de ces trois corps qui remplit tout l'espace de nos vies, tant intérieur qu'à l'extérieur, tant dans nos silences que dans nos paroles. Le son de l'âme n'a pas droit de cité dans nos temples trop remplis de nous-mêmes. Pour le schématiser, on pourrait dessiner un petit carré à l'intérieur de l'autre, un petit cycle à 4 temps qui incarne la petite présence. Et de cycle en cycle, de jour en jour, d'année en année, et de vie en vie, sous la pression majestueuse et irrésistible de la grande présence, nous apprenons plus ou moins consciemment à remonter le fil du juste silence et de la juste parole. De silence en parole, de parole en silence, à force de conflits tant intérieurs qu'extérieurs, de silence et de paroles non ajustées et de souffrances éprouvées ou infligées, nous apprenons la juste présence. Nous pouvons ainsi imaginer le petit carré de la petite présence s'agrandir petit à petit en direction de la grande présence jusqu'à ce que résonne puissamment et clairement la note d'amour unité. C'est là que tous les serviteurs sont invités à retrouver le mot perdu, à rejoindre la véritable présence et à devenir des porte-paroles d'amour-unité. Pour cela, écoutons la présence la plus essentielle que le véritable silence peut nous révéler à nous-mêmes. Et laissons cette présence habiter nos silences, nos pensées et nos paroles. C'est là, au sein de cette présence, que tout l'amour, la vie et la lumière de l'être ne fait qu'un avec le Verbe. Alors nos paroles et nos silences seront habités de cette nouvelle présence. C'est ainsi que nos paroles deviendront progressivement des mots de pouvoir au service du plan d'amour, et non plus des mots de pouvoir au service de nos plans auto-centrés. Quand nous laissons la présence rythmer et habiter nos silences et nos paroles, ceux-ci ont une toute autre présence que celle que nous avons évoquée lors de la bataille des paires d'opposés. Les deux opposés, silence et parole, ne se combattent plus, ne s'alternent plus dans une présence opposée et dévastatrice, mais chacune d'elles est appréciée pour sa qualité et s'allie dans un service créateur. Les silences ne sont plus alors des silences de mort, vides, mais des silences pleins de vie. Ce ne sont plus des silences pleins de vie personnelle, mais des silences de plus en plus impersonnels. Ce ne sont plus des silences teintés d'opinion et d'émotion, mais des silences reflétant l'universalité de l'intuition. Ce ne sont plus non plus des silences pesants, mais des silences aimants et inspirants. Ce ne sont plus des silences remplis de non-dits, mais des silences à l'écoute de ce qui se dit. Emplis de ces silences, les paroles
ne sont plus des paroles qui imposent, mais des paroles qui proposent. Ce ne sont plus des paroles incontrôlées et autocentrées, mais des paroles maîtrisées et centrées dans l'unité. Ce ne sont plus des paroles qui cachent la vérité, mais des paroles qui respirent et inspirent le vrai. Ce ne sont plus des paroles qui font couler les larmes, mais des paroles qui élèvent les âmes. Ce ne sont plus des paroles creuses et dévitalisantes, mais des paroles pleines et régénérantes. Et ce ne sont plus des paroles timorées et accrochées au passé, mais des paroles assumées et confiantes en l'avenir de l'humanité. Mais il faut de la persévérance et du courage pour emprunter consciemment ce chemin de la voie du milieu qui donne vie à une nouvelle présence au quotidien. Car ce chemin de lumière éclaire aussi les ombres de nos silences et de nos paroles, afin de pouvoir les transmuter. Et il faut aussi de la persévérance et du courage pour être des porte-paroles de la présence. Car cela va nous demander d'oser écouter, mais aussi oser parler. Car comme vous l'aurez remarqué, tout ce thème du silence, de la parole et de la présence est en lien avec le sens de l'ouïe, dont l'organe de perception au niveau physique est donc l'oreille, et l'organe d'expression est la langue. C'est pourquoi il y a un rapport étroit entre l'écoute et la parole. D'où le fait que les sourds ont du mal à parler, que ceux qui n'écoutent pas ne font que parler, et que nos paroles reflètent la présence de ce qu'on écoute. Donc au quotidien, ayons le courage d'écouter, derrière les paroles et les silences. Qui est là? Qui est présent? Aussi bien en soi qu'autour de soi. À partir de quelle présence les personnes parlent-elles? Quelle est la présence qui fait pression en elles? Présence émotionnelle? Mentale? D'âme? Présence personnelle ou impersonnelle? Et en moi, puis-je écouter et identifier le niveau de présence qui s'est exprimé derrière les mots que j'ai prononcés aujourd'hui, ou les silences que j'ai gardés? Avant de parler, d'intervenir, puis-je écouter la présence qui cherche à s'exprimer? Et peut-être que si cette présence est identifiée comme nuisible à la relation, car trop émotionnelle et auto-centrée, je peux alors écouter plus attentivement et rejoindre une présence plus ajustée, plus subtile, plus inclusive. Alors je percevrai beaucoup plus clairement si pour le bien de l'ensemble, il est préférable de garder le silence ou bien de dire quelque chose. À ce sujet, il serait d'ailleurs temps de renouveler certaines expressions. Et au lieu de dire aux enfants, sans plus de pédagogie que ça, tourne 7 fois la langue dans ta bouche avant de parler, pour les inviter à écouter. Je sais pas vous, mais je trouvais ça plutôt frustrant et peu enseignant. On pourrait dire et se dire plus souvent cette parole de sage connue de certains. Entre dans le cœur de ton frère et seulement ensuite parle ou garde le silence. Ce qui inciterait à une écoute décentrée et éviterait beaucoup de paroles inutiles, inadaptées ou même nocives. Car lorsque dans la présence, les cœurs se rencontrent, un nouvel accord prend naissance en nous. Et les justes mots et les justes silences se présentent alors sans effort. Puis lors de moments privilégiés, comme lors de la méditation, nous pouvons élever l'écoute un cran plus haut et expérimenter une autre parole de sage. Entre au cœur de la présence. Écoute la voix du silence. Accorde ton mental silencieux
à la pensée de Dieu. Et seulement ensuite parle ou garde le silence. C'est là, au cœur de cette présence, que nos pensées et nos mots acquièrent du pouvoir. Car c'est là qu'ils sont vitalisés et animés par les qualités de cette présence. C'est là que nous puiserons aussi le courage de parler. Nos paroles auront alors le pouvoir d'éclairer, le pouvoir de vivifier et le pouvoir de conduire à l'amour-unité. Ainsi, nos paroles n'apporteront plus la disharmonie, mais la grande note d'harmonie que nous avons le privilège et la responsabilité de révéler sur terre. Et nos vies ne se perdront plus, et ne perdront plus les autres dans le tourbillon des petits sons, mais résonneront de plus en plus sur une seule note, à l'unisson avec la voix du silence et la plus grande présence. Mais n'oublions pas que le chemin est encore long, et qu'il y a encore plusieurs présences en nous à identifier et à transmuter. On pourrait résumer ces présences de cette façon. La présence de l'homme ordinaire en nous ne manque jamais une occasion de se taire, ni jamais une occasion de parler. La présence de l'aspirant en nous apprend à faire silence. Mais ses paroles maladroites et incontrôlées révèlent un silence forcé et peu élevé. La présence du disciple en nous apprend à entrer dans le silence. Et ses paroles commencent à se faire l'écho de la voix du silence, de l'ange de la présence. La présence du Maître en nous est le silence de la présence. Et c'est se taire là où les autres parlent et parlent là où les autres se taisent. Oser se taire là où les autres parlent, c'est oser garder le silence d'un cœur compréhensif envers ceux d'entre nous qui parlent à partir de la petite présence, et de ne pas se laisser entraîner dans le courant collectif des paroles involutives. Oser parler là où les autres se taisent, par manque de courage, par ignorance ou simplement par manque de conscience, c'est oser porter les mots à partir d'un mental calme et d'un cœur aimant, à partir de la présence de l'âme en soi. Porter les mots qui éclairent, qui élèvent et qui unissent. Pour terminer et conclure, rappelons que nous avons ouvert ce cycle de conférences avec la paire d'opposés fond et forme, qui nous a ouvert à la notion de juste créativité. Et nous le clôturons avec le silence et la parole qui nous propose la juste présence. Juste créativité, juste présence. Et entre ces deux conférences, nous sommes passés par l'obéissance ou l'écoute du plan, par l'identification au nous, puis à l'ouverture au vrai, à la vérité avec la dernière conférence. Nous avons là les trois qualités majeures de l'âme. Le rayon 1, le plan, le rayon 2, l'amour, ou la conscience du nous, et le rayon 3, la lumière, le vrai. Aujourd'hui, cette voix du milieu vient synthétiser ces 5 conférences, en nous rappelant qu'il n'y a pas de juste créativité sans la présence des 3 qualités de l'âme. Elle nous rappelle que nous sommes tous des systèmes solaires en miniature, qui apprennent à concentrer la présence des grandes qualités de l'être, afin que toute notre vie résonne de plus en plus à l'unisson de la création. Alors, à nous de voir, en cette fin d'année, là où nous avons progressé sur ce chemin de lumière, d'amour et de volonté. Osez faire le bilan de fin d'année, pour voir si la présence de ces qualités habite un peu plus nos silences et nos paroles. De quelle façon elles les habitent, et où ce n'est pas encore le cas. Ainsi, nous serons en mesure de renouveler notre engagement commun pour le nouveau cycle à venir, avec la vision claire du prochain pas à franchir.
et aussi traverser les fêtes avec une présence de plus en plus ajustée, que ce soit dans nos silences ou dans nos paroles. Et c'est avec joie que nous continuerons à cheminer ensemble l'année prochaine avec un nouveau cycle de conférences que nous allons prendre le temps d'écouter et d'accueillir. Mais pour l'heure, écoutons la présence qui habite les mots du poème de Michel. Le poème de ce soir s'intitule « Qui est là ?» Au départ, un grand silence, puis le Big Bang. Depuis, un son se déploie, silencieux et puissant. Ce souffle crée les mondes, les formes et tous leurs accents, et s'impose comme note de fond à tout le vivant. L'humain, la coordination des sons, il a appris, et de la sorte exprime ses différents ressentis. Son langage dirige ainsi la vibration de l'énergie, ce qui oriente sa vie dans la direction choisie. Les silences sont plutôt ressentis comme vides, traduisant un néant ou une solitude. Pourtant, le silence se révèle par ailleurs être une aptitude apportant ressources, calme et quiétude. Entre besoin d'affirmation et bruit dérangeant, entre silence gênant et d'autres bienveillants, nous oscillons. Parfois en nous désistant et d'autres fois en nous engageant clairement. Souvent cette danse alterne, même en nous-mêmes. Elle nous sort du confort que le petit moi aime, cherche à apaiser les corps et leurs multiples thèmes et nous ouvre ainsi au silence pressant de l'être suprême. Le silence nous invite à l'abstraction, à devenir la voix du silence, véritable pouvoir de construction. La parole, elle, appelle à l'extériorisation, pour amener cette essence en incarnation. La véritable question commence à apparaître. Qui est là ? Qui parle ? Qui fait silence ? Au-delà des opposés se dessine la présence, divine et entière, pleine de confiance. Elle imprime cycliquement sa pure puissance, modulant petit à petit de plus justes fréquences. Tant par les paroles que par les silences, la conscience cherche à élever les consciences. Les mots libèrent alors l'essence sans ingérence, soutenus par les silences sans déviance. Alors, la grande présence pourra étinceler. Les paroles seront pleines de vérité et les silences seront d'authenticité, jusqu'à ce que le tout résonne pour le bien de l'humanité. I have a dream, car le monde est en devenir. La présence en fractal en chacun respire. Elle attire lentement, mais sûrement, la sagesse à saisir, jusqu'à ce que la symphonie universelle, dans son ensemble, puisse retentir. Alors, parlons depuis nos plus profonds silences et taisons-nous avec éloquence.